Salut tout le monde, salut le chat, salut Facebook, on est aussi sur Facebook ce soir. Bienvenue, content de vous retrouver encore ce soir pour le stream. Je suis avec Docteur Pierre ce soir. Bonjour, enfin bonsoir plutôt. Bonsoir, bonsoir. Voilà, Docteur Pierre, je le connais parce que je suis abonné à sa chaîne depuis maintenant 2 mois. Donc il fait des streams sur Twitch, il est historien, docteur en civilisation américaine, Mhm. voilà précisément, et spécialiste un peu de culture pop et notamment de cinéma. Voilà, c'est ce que tu fais toi sur ta chaîne, c'est le contenu que tu proposes. On parle pas mal du coup, de cinéma d'horreur, de séries d'horreur, Mhm. voilà. Et puis voilà, c'est ton domaine de prédilection. Tu Ouais, as aussi une chaîne YouTube que tu as lancée il y a pas très longtemps, sur laquelle tu mets exactement. des vidéos régulièrement. La dernière, c'est sur un film à propos d'NTM, je me rappelle plus du nom du film. Suprême au pluriel de Ok, Audrey Strugo. voilà. Mm. Donc, écoutez, ce que je vais faire, c'est que je vais vous mettre les liens, hop, et vous pouvez les avoir pendant toute la soirée en tapant point d'exclamation invité, tac. Est-ce que ça marche? Oui, là je le vois dans le chat, donc Ok, nickel, ça devrait être bon. super. Bon bah voilà, j'espère que vous allez bien le chat. Bonsoir, bonsoir. Ça va être une bonne soirée. Mhm. Donc voilà, on va parler ce soir de cinéma d'horreur et d'histoire des États-Unis, Mhm. puisque c'est ta spécialité. Mhm. Mais avant, je voulais, d'habitude, ce que je fais, bonsoir Delphine, qui est sur Facebook. Avant, je voulais quand même te proposer juste de retracer rapidement ton parcours. C'est ce que je propose d'habitude aux personnes qui viennent, qui sont vulgarisateurs, vulgarisatrices. Juste qu'on sache voilà, ce que c'est que ce boulot, parce qu'en fait, on fait plus ou moins le même boulot, toi et moi. Je suis journaliste Ouais. pour un magazine qui fait de la vulgarisation de sciences humaines. Mhm. Et toi, tu fais la même chose, en fait, mais bon, sur ta chaîne YouTube, sur ta chaîne Twitch. Mhm. Donc ton parcours, c'est quoi? Donc t'as fait une fac d'histoire? Ouais, tout à fait. Ouais. Bah, j'ai fait un cursus d'histoire assez traditionnel, à peu près jusqu'au master, on va dire, puisque j'étais en master d'histoire contemporaine à Paris 4, Ouais, avec une spécialité sur les enjeux, conflits, systèmes internationaux, donc quelque chose qui est très lié à la géopolitique. Et petit à petit, chemin faisant, je me suis rendu compte que la question de l'histoire culturelle, donc pas forcément en tant qu'enjeu et objet diplomatique, mais que l'histoire culturelle en elle-même et pour son historicité, en fait, m'intéressait beaucoup. Et c'est ce qui fait qu'au moment où j'ai basculé, entre guillemets, il y a eu un petit temps, il y a eu un petit battement entre le moment où j'ai donc obtenu mon diplôme de master et le moment où je me suis inscrit en thèse. Et j'ai eu une espèce de revirement, de réorientation en cours de route, puisque d'historien, en fait, je suis passé aux études anglophones, donc qui est une branche qui est rattachée à la pratique de la langue et aux UFR de langue, en tout ok, cas en France. Et donc, j'ai pu bénéficier d'une double spécialité, donc à la fois en civilisation américaine, donc qui encore une fois est rattaché aux études de langue, mais par la méthode employée et également par le type de source mobilisée, on est vraiment très très proche de ce qu'on fait en histoire, en d'accord. sociologie, en sciences humaines en général. Et j'ai eu aussi une double spécialité, du coup, avec un spécialiste de cinéma, en l'occurrence de cinéma d'animation, puisque pour ma thèse, j'ai travaillé sur le cinéma d'animation. Donc, D'accord. Donc voilà, tu et as fait le une côté thèse très culturel. en langue, c'est ça? En civilisation En américaine, civil américaine, ouais. Ah ouais. qui est un domaine du département de langue. Mhm. Mais à côté de ça, tu t'es formé en même temps au cinéma ou c'était en même Ouais. temps que ton doctorat? C'est ça? Ouais, tout à fait, parce que bah, n'ayant pas justement suivi de cours ou n'ayant pas pu bénéficier d'un cursus d'études cinématographiques à part entière, j'ai un peu rattrapé, on va dire, sur le tas, même en n'ayant aucune prétention vis-à-vis des collègues qui sont eux et elles spécialistes d'études cinématographiques, mais comme le cœur de mes recherches, en tout cas en ce moment et depuis un certain nombre d'années, consiste à considérer le cinéma et les productions culturelles populaires en général, mais surtout le cinéma et l'image animée, comme des objets sociaux. Ouais. Oui, effectivement, faut être en mesure de pouvoir analyser le film en tant que tel, mais aussi voir ce qui va au-delà de l'objet filmique en lui-même. Hmm, d'accord. Et l'histoire, ça s'est arrêté. T'as fait combien d'années en histoire? En histoire pure, je veux dire. Pur et dur, 5 ans.
5 ans jusqu'au master. Et quand bien même, j'ai eu comme je t'ai dit, master d'histoire contemporaine auprès de Paris 4 avec un monsieur qui s'appelle Olivier Forcade, Ouais, qui est très, très spécialiste de la question, justement, question géopolitique. Et en l'occurrence, je continue de faire de l'histoire par le biais de la civilisation américaine, puisque quand bien même c'est rattaché au département de langue, il n'en demeure pas moins que c'est très interdisciplinaire ouais, et que beaucoup de collègues sont amenés à traiter de certaines sources sous un angle historique ou sociologique ou pas nécessairement linguistique en fait. d'accord. Mhm. Merci à tous et toutes pour les follow aussi, vous êtes en train de nous suivre pas mal là. Bonsoir les gens. Je vois des gens qui saluent dans le chat, alors je sais pas pourquoi ça apparaissait pas dans OBS, mais je vous vois là en live. Donc salut Billy Chin, salut Yanninou, pardon, et salut concrètement moi qui est là encore ce soir. Bienvenue à tous et à toutes. Ok, donc tu as eu quand même un parcours super riche. Mhm. Euh, alors, ça continue à arriver dans le chat. Salut, salut Kirkitaki, salut Chastagne. Et Docteur Pierre, t'es là. Ok. Et je dis coucou. Donc en fait, ah oui, t'es en train de nous host, donc ça se trouve, il y a des gens qui sont sur ta chaîne à toi et qui nous C'est regardent depuis possible. ta chaîne. C'est Mais c'est possible. parce que, ouais, concrètement, moi, lancer un raid. Merci concrètement, moi. Ah, en plus, t'as lancé un raid, mais j'ai même pas vu. C'est Comment bon. ça se fait que j'ai pas vu ça? Merci Merci. concrètement moi pour le raid. C'est Hmm. cool. Je sais pas pourquoi ça apparaît pas. Eh ben merci beaucoup, c'est super sympa. Voilà, bienvenue à toutes et tous du raid de Concrètement Moi. Donc on discutait, pour ceux qui arrivent, on discutait avec Dr Pierre de son parcours universitaire. Donc il a fait de l'histoire, il a fait de la civilisation américaine dans le département de langue, il a fait du cinéma. Et voilà, tout ça mélangé, ça donne son parcours super intéressant, spécialiste donc de culture aux États-Unis et notamment donc de cinéma d'horreur, de ce dont on va parler ce soir. Euh, avant qu'on rentre dans le vif du sujet, juste pour terminer sur ton parcours, pourquoi donc avec ce doctorat en poche, tu as voulu lancer ta chaîne et faire de la vulgarisation, comme on dit peut-être qu'on dit un autre mot, mais tu vas peut-être nous le dire, Ouais. sur Internet. Ouais, depuis quelques années, enfin depuis un certain nombre d'années maintenant, lorsque l'on fait valoir justement des activités donc de vulgarisation sur les CV analytiques de chercheurs et de chercheuses, on parle de valorisation. Ouais, Parce que les mots sont importants, les mots ont une histoire et un poids également en termes de définition et en termes de sens. Et effectivement, là, le fait de dire qu'on est passé de la vulgarisation, quand bien même c'est pas du tout un gros mot, et je suis tout à fait fier de faire de la vulgarisation, le fait est que de dire que c'est de valoriser des connaissances scientifiques que de les mettre à disposition, pas forcément de les, comment dire, de les simplifier à outrance Ouais, c'était une question que je voulais te ou poser. Ouais. oui, voilà, T'es- on a trop tendance, enfin, quelquefois, on va dire, certains et certaines ont tendance à penser que de tirer, entre guillemets, vers le bas, et je mets des gros guillemets, ce type de savoirs universitaires qui sont très codifiés, qui sont écrits d'une certaine façon pour un certain public, c'est faire acte, en gros, comment je pourrais dire ça? Parce que je trouve ça très condescendant, en fait, de faire acte je dirais même pas de pitié parce que c'est pas ça non plus, mais le mot est un peu fort. Mais que c'est vraiment tirer les standards vers le bas Ouais, et dévoyer la pureté originelle, tu vois. Alors ouais, que je ouais, trouve ça complètement faux et absolument fou de dire ça, mais du tout, non, pas du tout. Et alors pourquoi je me suis lancé là-dedans? Parce que j'aime beaucoup, parce que je suis moi-même un consommateur de vulgarisation, enfin de valorisation assez féru, et ce depuis très longtemps. Je ouais. pense que comme beaucoup de gens de ma génération, parce que j'ai une trentaine d'années maintenant, très bientôt je serai plus proche de la quarantaine que de la trentaine, mais Ok, je vois très bien ce que tu veux dire. Ouais. tu vois. Mm, Mais tout ça pour te dire que j'en consomme depuis très longtemps, ouais, même si le mot consommer n'est pas forcément adéquat, mais tout ce qui concerne la sensibilisation à un savoir scientifique rendu accessible, parce que c'est ce dont il est question quand on parle de valorisation, ça consiste tout simplement à rendre accessible à la fois par les termes, à la fois par les concepts, à la fois par la façon de l'exprimer, un savoir qui a été développé, une connaissance scientifique qui s'est limitée pendant un certain temps, en tout cas stricto sensu au mur des universités ouais. et à un certain public, encore une fois, qui est plus au fait justement par sa formation d'un certain nombre de concepts, d'idées, de théories. Mm, Donc ça consiste tout simplement, enfin la façon dont je le vois,
à essayer de le rendre plus accessible. Et c'est là qu'on intervient justement à cette espèce de, pas de mission non plus, ce serait un peu exagéré, mais de rôle, si tu veux, en Ouais. tant que Mhm. Je vulgarisateur comprends. et vulgarisatrice, de rendre les choses plus accessibles, plus intelligibles, Ouais. sans pour autant forcément euh, manquer et ne pas faire acte de rigueur scientifique. Ouais. Donc non, ça reste compliqué, c'est toujours marcher sur le fil du rasoir. Ouais, c'est Parce qu'il faut ça. conserver une certaine rigueur tout en rendant la chose accessible. Mhm. Parce que des fois, Euh, c'est vrai que la recherche, c'est un peu jargonnant, quoi. oh oui, Et oh du que coup, oui. ça, bon, faut avouer que c'est quand même pas accessible au commun des mortels. Même moi qui lis de la recherche régulièrement, des fois, je tombe sur des papiers, je comprends rien, mais c'est parce que Mhm. voilà, ça reste un Ouais, domaine un peu académique avec ses standards. Cela dit, comme tu dis, on peut quand même le rendre accessible sans le dévoyer, quoi. complètement. Tout à fait d'accord avec ça. Ouais. Ok, bon, on va attaquer. Merci Cinéma et Politique, bonsoir, merci d'être là. Je sais pas si vous connaissez Cinéma et Politique, très bonne chaîne YouTube. Si jamais vous ne connaissez pas, vous tapez Cinéma et Politique dans le moteur de recherche de YouTube et vous trouverez sa chaîne. C'est top. Ah Donc on bah, va parler de cinéma ce soir. Voilà. Donc on va parler du cinéma d'horreur en particulier. mhm. Toi qui as fait de l'histoire, toi qui as fait du cinéma, le cinéma d'horreur, ça naît quand à peu près et dans quel contexte? Mhm. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ça naît extrêmement tôt par rapport à ce qu'on estime être la date de l'invention, entre guillemets, quand bien même c'est discuté, je vais peut-être en parler juste après, très rapidement, mais la date de naissance, entre guillemets, du cinéma d'horreur, elle est quasiment conjointe à celle du cinématographe. Donc, quand Ok, j'entends cinématographe, c'est non seulement la méthode de captation du mouvement, mais aussi de retranscription et de projection. Puisque simultanément, on te dit que la date de naissance communément retenue, par les spécialistes, c'est 1895. Et non seulement ça correspond à la date des premiers entre guillemets, films, même si c'est un bien grand mot pour le côté très désuet, que peuvent avoir ces films-là, mais aussi la date de première projection publique. Donc il y a les deux qui vont ensemble, si tu veux. ouais, Et en fait, dès le début, donc dès 1896, en tout cas, je suis quand même prudent parce qu'il faut quand même savoir raison garder. Le chercheur ou la chercheuse en question, lorsqu'on parle de cinématographe, lorsqu'on parle d'histoire du cinéma, comme toutes les productions culturelles, il y a une possibilité qu'un jour on trouve une nouvelle source qui se fasse jour et qu'on bouleverse complètement ce qui a été établi en termes de savoir jusqu'à présent. mhm, Donc, jusqu'à preuve du contraire, pour le moment, le premier film concrètement qui reprend des éléments, en tout cas horrifiques, qui sont affiliés traditionnellement depuis le 18e, 19e siècle à la littérature gothique horrifique, ouais, notamment en Angleterre, c'est le film de 1896 qui s'appelle Le Manoir du Diable de Georges Méliès. Voilà, ok, donc ça naît vraiment quasiment simultanément, puisque Méliès était un truquiste avec tout cet état d'esprit d'innovateur et de, comment dire, c'est un anglicisme, un état d'esprit très novateur vis-à-vis des trucages notamment et qui confine quasiment à la magie, en fait, si tu veux, mhm, parce qu'il avait une personnalité un peu à part entière et un peu hybride, comme étaient d'inventeurs slash réalisateurs qui trifouillaient un peu dans leur garage, je schématise, hein, mais c'est un peu ça, et qui ont participé de la naissance du cinématographe. ouais, Et déjà dès le début, on a une iconographie récurrente qui est celle du cinéma d'horreur, avec notamment Méphistophélès, avec des spectres, avec des sorcières, si je ne dis pas de bêtises. Donc vraiment un bestiaire qui est déjà là depuis quelques années en termes de description littéraire, mais qui là pour la première fois est montré face caméra dans un spectacle d'images animées. Donc Alors on est vraiment sur les tout débuts. pour ceux qui ne sauraient pas, Méphistophélès, tu peux le resituer, donc c'est le diable dans Faust, c'est Oui, dans ça? Faust, voilà. Mm, Donc je dis Méphistophélès par déformation parce que je trace le lien avec la littérature, ouais, la littérature fantastique notamment. Mais ça peut être, bon, c'est une allégorie de Lucifer si tu veux. Voilà, ok. donc c'est Mais le ça fait diable. référence au Faust de Dante? Alors pas forcément directement, mais en revanche, ce qu'il est intéressant de noter, c'est que parmi les premiers, on peut considérer films d'horreur du début du XXe siècle, on a beaucoup d'adaptations justement de la littérature fantastique. Donc pas D'accord, forcément Faust, mais tu as par exemple Frankenstein, ouais, voilà, qui est enfin, la créature de Frankenstein en l'occurrence, mhm, dès 1908, je crois, parce qu'il y a beaucoup de films aussi qui ont été perdus entre-temps, parce que la méthode de conservation des bobines font que
Ça n'a pas pu survivre au temps qui passe, et aussi parce que pendant très longtemps, il n'y a pas eu vraiment de politique de conservation patrimoniale du film, en tout cas en France, qui n'était pas considéré à proprement parler comme des sources historiques, c'est venu après. Mais en l'occurrence, oui, tu as beaucoup d'adaptations, notamment, je te disais, Frankenstein, qui est bien évidemment dans les années 20 avec l'expressionnisme allemand, toute une galerie de nouveaux monstres qui sont beaucoup plus en prise, enfin, qui sont en prise avec l'air du temps, Ouais. notamment l'émergence de tyrans dans les années 20, donc post-République de Weimar, enfin non, République de Weimar d'ailleurs tout court, et aussi qui préfigure, enfin d'après Krakauer, c'est pas moi qui l'invente, donc est un théoricien du cinéma allemand et historien notamment, journaliste également je crois, qui a théorisé justement le fait que l'apparition des monstres, l'apparition d'un certain type de monstre comme Nosferatu, Ouais. hein, Nosferatu est justement une illustration en filigrane de l'émergence de figures de tyrans dans l'Allemagne de l'entre-deux-guerres et dans l'Europe de l'entre-deux-guerres en général. D'accord. Donc déjà là, les figures qu'on retrouve dans les films d'horreur, c'est historiquement et culturellement situé, quoi. Ça fait référence à quelque chose de Tout à fait, précis dans la vraie vie, quoi. ouais, que ce soit une adaptation qui, à son époque, justement, faisait écho à quelques problématiques sociales, notamment l'incarnation de certains tabous sociaux. Je pense par exemple à Dracula de Bram Ouais. Stoker, qui s'est ensuite vu lui aussi adapté. Nosferatu, c'est d'ailleurs une adaptation non officielle de Dracula. Mhm. Mais oui, effectivement, le monstre a une fonction qui est assez particulière. Et le monstre étant un seul élément, enfin un des éléments qui composent le récit d'horreur, que ce soit au cinéma ou ailleurs, il y a toujours, enfin quand c'est bien fait, on va dire, il y a toujours plus ou moins visible et sensible cette question qui entre en ligne de compte de représenter des angoisses collectives d'une société à un instant T. Hmm. Ouais, d'accord. Je continue. Si jamais vous avez des questions dans le chat ou des remarques, n'hésitez pas, on les prend. Que ce soit sur Facebook, normalement j'ai Facebook en même temps, ou sur Twitch. Tiens, voilà une. Vampire égale maladie, dit Nénuf. Alors, est-ce que Euh, le vampire symbolise la maladie dans les films d'horreur? alors là, je pense qu'on est plutôt sur la question du vampirisme, qui est un peu différent. Et justement, les monstres qui ont comment dire, une existence assez prolongée dans le temps, qui sont assez vieux, si je puis dire, en termes de longévité, justement, ont eu l'occasion d'évoluer continuellement en fonction des événements et au gré de ce qui pouvait se dérouler et au gré des angoisses qu'on pouvait nourrir par rapport à certains phénomènes ou certains changements assez drastiques, que ce soit des changements démographiques, économiques, politiques, sociaux, ou également, oui, la question de la maladie. Mhm. Mais en l'occurrence, le vampire, à l'origine, c'est plutôt l'incarnation de tout un tas de tabous sociaux, notamment sexuels. Parce que dans l'Angleterre victorienne, qui est très cadenassée, où la sexualité et les rapports hommes-femmes sont très policés, sont très codifiés en fait, on ne peut pas laisser libre cours ou en tout cas laisser trop visible certains éléments de sa sexualité au grand jour. Et effectivement, Dracula, c'est un débauché total. Qui plus est, parce qu'il vit, et ça avait fait scandale aussi à l'époque, il vit avec trois femmes, normalement, trois femmes vampires, dans le récit originel et qu'on retrouve d'ailleurs dans l'adaptation de Dracula avec Bela Lugosi en 1931, je crois. Et effectivement, il vit maritalement avec trois femmes qui ne sont pas ses épouses légitimes, entre guillemets. Et il y a aussi tout le côté, encore une fois, je vous disais, sexuel, avec l'échange de fluides, Ouais. qui est On le très très retrouve, présent. on le retrouve, j'ai l'impression, dans Twilight, ce truc, le côté libidineux du vampire. Et c'est, je crois que j'avais lu un truc dessus que, en fait, ouais, la symbolique aussi dans Twilight était celle-là, que voilà, Mhm. le vampire, voilà, c'est Ouais, un échange, c'est celui qui échange les fluides, et du coup, il y a un côté exactement. relation sexuelle. C'est une créature qui est éminemment sexuelle, ouais, tout à fait. Alors, Kirkitaki, qui nous dit si on n'aime pas le travail, l'usine, le premier film d'horreur, ça peut être la sortie de l'usine Lumière à Lyon. En Et bah, effet, ça peut, ça peut. oui, c'est ce qu'on appelait des vues de plein air à l'origine, hein, donc des vues, parce que ça s'appelle pas un film à la base, ça s'appelle une vue, puisque c'est vraiment des petites scénettes, soi-disant Ouais. prises sur le vif, mais on sait qu'après il y a eu recréation en fait, si tu veux. Mais effectivement, ça peut être le cas. Et juste pour ajouter, pour rebondir là-dessus, il y a aussi une interprétation de classe qui peut être faite du vampire, parce que le vampire, pendant très longtemps, ça a été considéré comme un aristocrate, notamment l'aristocratie dévoyée aux mœurs très, comme on disait, hein, très douteuses pour une certaine partie de la population. Et Dracula, dans c'était les un années, conte, non? Dracula, c'est un roman épistolaire, je crois, à la base. Ah oui, non, pardon, quand je dis conte, c'est C-O-N-T-E.
sais, le, Ah le oui, comte pardon. Dracula, Oui, oui, oui. C'est c'était un inspiré aristo. ouais, de la figure de Vlad Tepes, normalement, Ah oui, c'est ça. qui était l'empaleur, je crois, de Valaki, me semble. Donc D'accord. oui, un personnage fort sympathique, ma foi. Et effectivement, il y a un lien entre la question de la classe, puisque oui, Dracula, c'est un aristocrate. Et pour rebondir là-dessus, je crois d'ailleurs que il me semble que c'est Marx qui faisait l'opposition entre la figure du vampire et la figure du zombie, qui est beaucoup plus prolétaire en fait. Parce D'accord. que potentiellement, le zombie peut toucher absolument tout le monde, indépendamment de la classe sociale, du genre, etc. Et tandis que le vampire, il y a beaucoup plus cette notion de d'élite qui rentre en ligne de compte. Et c'est ce, je pense aussi, pourquoi dans les années 30, alors que les États-Unis sont frappés par la crise économique et qu'il y a un fort ressentiment envers les élites qui ont précipité le pays dans la crise, notamment, ou en tout cas, c'est le ressentiment, même si c'est plus compliqué que ça historiquement, mais le ressentiment qu'en ont eu un certain nombre de personnes au sein de la population américaine, je pense que ça peut expliquer le pourquoi du comment du succès absolu et terrible de Dracula en 1931. Ouais. C'est vrai qu'ils sont toujours bien sapés, les vampires, avec leurs grandes capes et tout, leur chemise blanche. Et oui, ça fait partie du personnage et de la mythologie aussi derrière. Alors que les zombies, ils sont toujours avec des fringues toutes déchirées. Absolument. C'est vrai qu'il y a ce Mm, côté-là. mm, mm, Alors du coup, si on s'oriente vers les États-Unis, mhm, euh, le cinéma d'horreur aux États-Unis, il naît à quel moment, avec quel film? mhm. Je crois que dès les années 20, ça commence assez timidement, mais vraiment l'explosion et l'âge d'or du cinéma d'horreur aux États-Unis, il arrive assez vite dans le XXe siècle, puisqu'il arrive dans les années 30. Ouais, Dès le début des années 30, hein, d'ailleurs, je vais parler de Dracula, et donc il y a vraiment eu en quelques années la firme Universal qui s'est ressaisie justement de tout un tas de monstres qui étaient assez présents dans l'imaginaire collectif, mais surtout britannique et surtout à travers la littérature fantastique gothique. Et la firme justement Universal a tenté un coup de poker, puisque tous les observateurs au début de la décennie se disaient à travers, enfin par le fait de la crise économique de 1929 et après, donc a perduré jusqu'en 1939, donc en gros jusqu'à la fin des réformes du New Deal de Roosevelt, tous les observateurs en question étaient sûrs et certains que le genre qui allait être plébiscité par le grand public américain, ça allait être les comédies musicales, notamment pour se ok. vider la tête par rapport à la situation, etc. Et à leur grande surprise, non, ça a été l'horreur qui a absolument tout défoncé sur son passage, Ah si ouais, je peux d'accord. utiliser, ah ouais, 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 si je peux utiliser l'expression. Mais effectivement, Universal a très très tôt senti la manne financière qui pouvait s'en dégager, sachant que conjointement au succès du cinéma d'horreur, parce que c'est un cinéma essentiellement de crise, en tout cas en contexte américain, tu as également le cinéma, comment dire, qui est aussi un cinéma populaire à la base, donc populaire dans sa dimension de plaire au peuple, donc au plus grand nombre. Tu as Ouais, aussi les films policiers, surtout les récits de gangsters, qui sont d'accord. extrêmement, comment dire, populaires auprès du grand public américain. Et ce que je trouve assez intéressant, c'est que déjà dès les débuts de cet âge d'or du cinéma d'horreur américain, que ce soit au niveau même de la comparaison qu'on peut faire, qu'on peut établir avec le gangster américain, c'est que ce sont des figures de la marginalité. Tu vois, donc il y a ce Ouais, côté très évolué en marge du système, même s'il y a un truc qui est très normatif en fait dans le cinéma des années 30, qui est très cathartique également, puisque le fait de voir l'élément perturbateur, en l'occurrence qui est un monstre, se voir détruit à la fin du film et tout rentre dans l'ordre, finalement, ouais. c'est un côté assez rassurant face à l'incertitude qui pouvait se dégager justement de la période. Hmm, ouais, d'accord. Alors du coup, oui, le gangster comme le monstre sont des figures de marginaux, c'est ça? Absolument, absolument. Même si après ça a été réglementé, notamment au niveau de la censure à travers comment dire, le renforcement du code Hayes en 1934, qui est un code d'autocensure cinématographique, qui a été plébiscité et adopté par l'ensemble de la profession pour justement, enfin, à la suite de certaines pressions d'associations catholiques, notamment assez conservatrices, Ouais, qui voulaient épurer, en fait, qui voulaient expurger le cinéma et notamment le cinéma d'horreur et le cinéma, enfin les films de gangsters, d'un certain nombre de considérations morales ou mhm, de considérations sexuelles également. Et c'est ce qui fait que l'âge d'or du cinéma d'horreur, en fait, il est assez court dans les années 30, c'est vraiment entre 1931 et 1936. ok. Puisqu'à partir du moment où tu as l'entrée l'entrée en vigueur et le renforcement de ce code,
tu as beaucoup moins de films d'horreur qui sortent et surtout qui sont beaucoup moins subversifs. D'accord. Et alors du coup, tu dis c'est subversif. En même temps, tu disais aussi que donc le monstre symbolise le marginal, mais à la fin on l'élimine, c'est ça. Donc Mhm. il y a un côté pas hyper subversif de dire bah, les marginaux on les élimine à la fin, quoi. Alors, en fait, si je devais vraiment résumer la chose, parce que c'est très ambivalent, c'est ça qui fait que Ouais, c'est complexe et super intéressant à étudier, c'est que le cinéma d'horreur, dans son essence même, il est très ambivalent parce qu'il peut envoyer des fois des messages contradictoires. Et certes, il y a un certain côté cathartique à dire que l'élément perturbateur est détruit et que tout revient à la normale, donc c'est un côté rassurant. ouais. Mais ça a aussi quelque chose d'assez jouissif, en fait, de voir la destruction en elle-même et de voir l'émergence du monstre qui, pour beaucoup, est une figure qui est assez sympathique. Donc je mets de côté Dracula parce que c'est vraiment très particulier et aussi le fait, comme je te dis, qu'il a été fait partie de l'élite et que l'élite soit littéralement détruite à la fin du film, ça peut jouer un rôle. Mais je Mhm. pense notamment à la créature de Frankenstein, Oui, qui a été bah, malheureusement qui souffrait d'avoir été rejeté par son créateur, etc. Ce qui est très différent de l'ouvrage de base, hein, d'ailleurs, je le conçois tout à fait. Donc là, je parle du film de James Whale. ouais. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que James Whale, c'était un des premiers réalisateurs hollywoodiens ouvertement homosexuels. Donc, qui a subi des D'accord. quolibets, qui a subi des surnoms assez horribles. Et je pense que ça a beaucoup pesé sur sa cinématographie et Mhm. aussi, plus généralement, sur ce qu'il était en tant que cinéaste. Et également celui qui l'incarne à l'écran, donc c'est Boris Karloff, qui est un immigré à la base, et qui aussi a subi du racisme, parce que par définition aux États-Unis, donc c'est un trait culturel qui est très très lié à la question du classement racial et des catégories raciales, tu n'es pas considéré comme blanc, enfin pendant très longtemps c'était le cas, ça a évolué parce que c'est très fluctuant, mais tu n'étais pas considéré comme blanc si tu n'étais pas WASP, c'est-à-dire White Anglo-Saxon Protestant, donc blanc d'ascendance anglo-saxonne et de religion protestante. Ouais, Or, il se trouve que Boris Karloff, il avait sa grand-mère, je crois, je ne sais plus de quel côté, si c'est paternel ou maternel, mais qui était indienne. Donc, du d'accord. coup, il avait une peau assez mate, etc. Il n'était pas considéré comme blanc. Et lui aussi a été victime de certaines formes, quand bien même ça a été une star assez immense, Ouais. il a été victime de certaines formes d'exclusion, de racisme, etc. Et, euh, et c'est ce qui fait qu'il y a aussi ce côté très, très tolérant envers une certaine forme de marginalité. Et Mhm. je crois que peut-être le genre du cinéma d'horreur intrinsèquement, c'est peut-être le genre qui a le plus de tolérance et qui dépeint, même si c'est pas le cas dans tous les films évidemment, hein, et ça dépend des courants, ça dépend de la politique en cours, etc. Ouais. Mais qui dépeint avec peut-être le plus de sensibilité et de bienveillance quelquefois, et quelquefois même de prise en pitié, si on veut, si je peux dire Ouais. comme ça, Mhm. la figure du monstre. Mhm. Alors Amar Sundi dit c'est sa grand-mère paternelle si j'ai bon souvenir. Donc Hein. la Ouais, grand-mère salut paternelle de Amar. Karloff. Ok. Ouais, ouais. Et Kirkitaki qui dit c'est peut-être aussi ce racisme qui a rejeté la figure du zombie qui était souvent opposé au pouvoir blanc. Mm. Le zombie, il a vraiment une évolution qui est très très intéressante parce qu'à l'origine, le zombie, c'est une créature qui vient du panthéon qui est affilié à la religion, à la spiritualité vaudou, donc que tu Ouais. retrouves notamment en Afrique de l'Ouest, en Afrique centrale. Mhm. Et au fil du précipité historique qui a été l'esclavage et qui a été la traite négrière et le commerce triangulaire, tu as comme ça une dissémination et un syncrétisme assez puissant en fait. Donc un syncrétisme, c'est un mélange plus ou moins symbiotique, si on veut, entre différentes croyances, entre différents éléments culturels, notamment Ouais. religieux. Mhm. Et le zombie, c'est littéralement transporté entre différents pans du monde, donc originaire d'Afrique, on l'a retrouvé dans la Caraïbe, on le retrouve également bien évidemment en Haïti, on le retrouve en Amérique du Sud, et le vaudou également, et on le retrouve dans le sud des États-Unis. Et le principe Et c'est qu'il est mort et qu'il revient à la vie, c'est ça le zombie? à l'origine, oui. Et il y a tout un truc de classe également qui est lié au zombie, puisque le zombie, par l'effet d'un contrôle mental qui est réalisé à l'aide de différentes substances, notamment dérivées du fougou, donc qui est un poison, enfin, comment dire, oui, un poisson, excuse-moi, un poisson bah, venimeux, Ouais. donc à l'aide de différentes concoctions, etc., on peut avoir un contrôle sur un individu dont le corps est mort, est considéré comme mort, mais qu'on a ramené, entre guillemets, dans un semblant de vie. Et à D'accord. l'origine, le premier film de zombie hollywoodien, c'est White Zombie, donc pareil, dans les années 30. Ok. Et c'est lié également au fait que dans les années 30, donc ce truc-là est arrivé également, a été transporté, cet élément culturel-là, il a été transporté aux États-Unis par le biais des soldats notamment et des Américains, des troupes américaines qui étaient stationnées en Haïti
Et au fur et à mesure de la crise économique, le gouvernement fédéral a dit bon bah écoutez ça coûte trop cher, donc du coup on sort de là, c'est bon, on n'a aucun intérêt à y rester, quand bien même il y a eu des luttes pour la libération d'Haïti, etc. Ouais. Mais à partir des années 30, on a comme ça une espèce de ça s'entrechoque si tu veux, Mm. et le zombie en gros arrive par le truchement, arrive sur le sol américain, enfin états-unien, par le truchement de cet échange culturel là qui a été un échange culturel forcé du coup puisque c'est de la colonisation. D'accord. Et en fait, comment dire, une des sources vraiment majeures d'inspiration du zombie, en tout cas au début, parce qu'il a évolué, et c'est ça qui est super intéressant, et je rebondis là-dessus. Ce qui est très intéressant, c'est qu'il évolue constamment au fil du temps, au fil de ses itérations, Ouais. et le gros passage vraiment qui marque l'évolution du zombie, c'est aux alentours de 1968, avec le renouveau du film, on pourrait dire postmoderne, du film d'horreur postmoderne, qui est celui de George Romero, qui est La Nuit des Morts Vivants, Ouais. où là il y a vraiment un truc de classe très américain, et aussi un truc aussi ethno-racial forcément, puisque encore une fois le héros du film de Romero est africain-américain à D'accord. une période où justement la question, le mouvement pour les droits civiques est remis en question, notamment par le radicalisme noir, et il y a des violences de plus en plus prononcées. La guerre du Vietnam commence à vraiment trop s'étirer, à être très Mhm. très contestée par la jeunesse, etc., etc., la jeunesse contestataire. Et oui, le zombie à l'origine, donc je termine là-dessus, Ouais. il est effectivement très très marqué, il n'est pas du tout neutre comme figure, Mhm. et il fait surtout l'objet d'une certaine forme d'exotisme de la part d'Hollywood, parce qu'il est venu aussi par le biais, par le truchement, d'un ouvrage qui s'appelle The Magic Island, et qui est une espèce de ramassis de considérations très très étranges, très paternalistes et très sensationnalistes sur ce qu'est le vaudou et sur ce qu'est le zombie. Donc c'est un bouquin qui a extrêmement bien marché, je crois même qu'il y a une adaptation en pièce de théâtre, et c'est ce D'accord. dont se sont servis les frères Halperin pour faire White Zombie, avec encore une fois Bela Lugosi dans le rôle du manipulateur, du maître manipulateur. D'accord. Amar Mundi qui dit ce qui est fou avec Karloff, il peut jouer des personnages horrifiques de toutes les origines, pardon, la momie, Fu Manchu, etc., simplement parce qu'il est l'étranger, comme s'il y avait un groupe spécifique. Oui, Donc là, c'est plus ou tout à moins ce que fait. tu dis aussi, c'est qu'il y a un côté où celui qui joue le rôle du marginal, du monstre, c'est quelqu'un qui lui-même dans la vraie vie l'est Alors pas marginal. forcément tout le temps, mais Ouais, dans le cas de Boris Karloff, oui. Oui. Et si tu le compares au- si tu analyses sa vie en fait comment dire, au prisme de ce qu'étaient les États-Unis en termes de culture et en termes de civilisation, oui, tout à fait. d'accord. Mm. Ok, alors du coup, là, on a fait un peu le portrait de ce qui se passe dans les années 30. Donc Mhm. le cinéma d'horreur reflète la mentalité du moment. Ensuite, les mentalités évoluent, donc tu as donné un petit aperçu dans les années 60-70. Il y a un mouvement contestataire qui se Mhm. voit dans les films de zombies. Est-ce qu'il se voit autrement? Oui, oui, oui. Notamment dans les années 70, je pense à Alors, c'est pas forcément un mouvement coordonné, mais on voit que suite notamment à la crise du Watergate, Ouais. donc le scandale du Watergate, qui est arrivé, qui a explosé sur la scène politique et qui s'est diffusé aussi à l'international entre, je crois, en 74, il me semble. Effectivement, oui, il y a toute une crise institutionnelle, enfin une crise de confiance envers les institutions américaines, notamment les institutions politiques, et Ouais. tout est remis en question. Et tu vois notamment que dans un certain nombre de films d'horreur des années 70, même les valeurs considérées comme les plus élémentaires de la civilisation américaine, je pense notamment à la cellule familiale, sont complètement remises en cause parce que les familles dysfonctionnelles sont des éléments d'horreur, et on en arrive aussi à remettre en question ce qui fait ces acquis de civilisation que sont par exemple voilà, la cellule familiale. Tu as également un film qui pour moi est très 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 révélateur et très symbolique de cet état d'esprit aussi dans les années 70, c'est Massacre à la tronçonneuse de Ouais. Toby Hooper, Mhm. qui est un chef-d'œuvre vraiment absolu, et qui prend place justement à un moment charnière de l'histoire des États-Unis, au moment où les abattoirs, notamment du Texas, ferment parce qu'il y a une modernisation, donc plein de gens se retrouvent sans emploi du jour au lendemain, alors qu'ils avaient travaillé depuis des années et des années dans les abattoirs et ne Mhm. savaient pas faire grand-chose d'autre. La crise du pétrole également en 1973, qui fait qu'on est vraiment en plein dans une espèce d'angoisse collective assez forte à ce niveau-là. Et comme je te disais, des valeurs refuges sont même remises en question, que ce soit la cellule familiale traditionnelle ou autre. C'est quoi les classiques en horreur des années 70 auxquels tu fais référence, Delmont Lorette?
Bah là, je disais, il y avait par exemple, je crois, La dernière maison sur la gauche, il me semble. Il y a également, je pense à La colline à des yeux, alors l'originel de Wes Craven. Bah, j'ai parlé évidemment de Massacre à la tronçonneuse. Qu'est-ce que j'avais d'autre? Ah oui, aussi Stepford Wives, qui est très 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 révélateur aussi à ce niveau-là, qui est un peu moins connu. Il y a eu d'ailleurs un remake avec Nicole Kidman, je crois, dans les années 2000, qui était un peu moins réussi, je trouve, et surtout, là où certains remakes échouent, puisqu'on parlait justement du fait que l'horreur, et c'est pour ça que je trouve le genre assez fascinant, euh, potentiellement ne mourra vraiment jamais, même si ça fonctionne de façon très cyclique, comme tout à Hollywood, comme tous les genres, Ouais. ne mourra potentiellement jamais parce que ce qui nous fait peur en tant qu'angoisse de société est constamment renouvelé et trouve des illustrations et des mises en image constamment renouvelées également. Et c'est ce pourquoi tu as des cas que je trouve très intéressants. Je pense notamment à L'invasion des profanateurs de sépulture, donc l'original de Don Siegel dans les années 50. Alors, c'est un peu compliqué, on ne sait pas si c'est vraiment une parabole sur le communisme, sur la peur des communistes qui auraient infiltré avec leur esprit de niche la civilisation américaine, ou si au contraire c'est une dénonciation du macartisme. Et en fait, ça évolue constamment au gré des événements. Les années 70, par exemple, qui ont vu notamment une nouvelle adaptation de l'invasion des profanateurs, pour le coup. Là, on baigne plus dans une ambiance de complot gouvernemental qui vraiment fait écho, encore une fois, au scandale du Watergate, etc. Le D'accord. zombie dont je parlais tout à l'heure évolue également constamment. Ouais. Donc les années 70, oui, il y a ce que j'ai mentionné. Et je vois le commentaire Ouais, de Cinéma et Clémentine. politique, il dit apparemment le remake est assez backlash et antiféministe, en fait, contrairement à l'original. Donc Ouais. le remake prend le contre-pied de l'original. Mhm. Ouais, absolument. Ce qui est Ok. dommage d'ailleurs. Oui, du coup, on perd l'esprit, mais peut-être que c'était le but de celui qui a fait le remake. Peut-être, donc c'est une Euh, relecture plus conservatrice, donc ça correspondrait aussi à quelque chose d'autre. Je sais pas exactement. Ouais. Kirkitaki, on peut dire qu'il y a une forme de blanchisation de la figure du zombie quand, avec Romero, il devient pro-hippie contre la société de consommation, contre la guerre et le modèle social. Euh, je dirais peut-être même pas forcément hippie, mais en tout cas dans la contre-culture, oui. Après, ça a été. Attends, excuse-moi, du coup, Oui, je vas-y, vas-y. t'interromps pour que ce soit bien clair, mais quand on dit il y a Oui. une blanchisation de la figure du zombie, ça veut dire que au départ, il symbolise plutôt la culture afro-américaine. Alors, plutôt afro-descendante en général, notamment haïtienne. D'accord. Mais oui, oui. Parce que c'est une figure, encore une fois, qui est associée au panthéon et Ouais, à c'est la ce que tu disais. spiritualité Elle vient de vaudou. là, donc elle symbolise ce monde-là, quoi. Cette Absolument, figure. Mais après, elle absolument. devient, comme dit Kirkitaki, elle s'assimile on va dire, aux blancs Ouais. des États-Unis. Ouais, en fait, ça devient plus neutre D'accord. en termes d'identification et d'assignation raciale. Oui, ça devient plus neutre pour devenir une figure contestataire en général, je dirais plus que hippie. Contre la société de consommation, je vois ce à quoi tu penses. Je pense que tu fais référence au Jour des morts vivants, il me semble. Je me souviens plus les titres à chaque fois, c'est horrible. C'est Contre Romero la aussi, guerre, Le jour des morts oui, c'est vivants. Romero. Ouais, Hmm. ouais. Contre la guerre et le modèle occidental en général. Donc, je dirais plutôt que c'est une figure qui fait passer peut-être le côté classe avant le côté race. Ouais. Race, j'entends politique également, Oui, oui, c'est notamment aux ouais. Du coup, c'est États-Unis, ce que ouais. j'allais te demander. Ouais, Mhm. le symbole du zombie devient plutôt celui des prolétaires en général, des ouvriers ou voilà, de la working class, Ouais, contestataire, moi et je pense. contestataires, ouais, Ouais. plutôt que juste assigné à voilà, une origine. Mhm. Ok. Mhm. Oui, ça se passe souvent dans des Ouais, supermarchés très avilis, du coup. Ok, exactement, ouais. Ouais. Et le côté déshumanisant aussi de l'hyperconsommation qui est mis en avant, ouais. d'accord. Ok, Mhm. Kirkitaki, t'as l'air d'être un fan de Romero ou de cinéma d'horreur. Il est sur ta chaîne d'habitude, Kirkitaki? Je crois, ouais, ouais, il Ok. me semble. Du coup, si t'y es pas, faut y aller, Kirkitaki, parce que Si, je pense que, si je pense ça que te passionne comme Kiriki y est. ça, la chaîne de Pierre va te plaire. J'avais une question un peu par rapport au film que tu mentionnais. On a parlé au départ du fait que dans les films d'horreur, voilà, t'as certaines figures qui sont des figures de marginaux, donc ou de même d'aristocrates avec le vampire, le zombie, la bête de Frankenstein. Là, dans les films dont tu parles, j'ai l'impression qu'il n'y a plus forcément de cette figure du monstre ou la- de celui qui n'est pas humain. Je pense à Ouais. Massacre à la tronçonneuse, par exemple. Mhm. J'ai jamais vu le film, mais je pense pas que ça mette forcément en scène des zombies ou voilà, Non. des créatures comme ça.
Est-ce que tu sais pourquoi ça a évolué dans ce sens-là aussi? Mhm. Oui, parce que j'ai envie de reprendre comment dire, un lieu commun et un jeu de mots pas forcément très heureux, mais comme on dit, l'horreur est humaine également. Et tu vois qu'il y a plein de. Enfin, encore une fois, ça évolue constamment et je pense aussi que, bien évidemment, le fait que les goûts du public évoluent constamment au regard de ce qui peut faire peur, que ce soit en termes personnels ou en termes collectifs, font qu'on va être amené à redéfinir ce qu'est le monstre en question. Et effectivement, tu constates que dans les années 70, il y a aussi une médiatisation années 70 et années 80 également, tu as une médiatisation de la figure du tueur en série, Ouais, notamment aux États-Unis, qui atteint un statut assez ambivalent, puisqu'à la fois on en fait un objet de fascination et aussi un objet de répulsion. Donc effectivement, les tueurs en série, ça existe depuis très longtemps, mais le fait de l'avoir codifié de cette façon et de l'avoir désigné aussi dans la criminologie de cette façon et de le rendre beaucoup plus accessible au grand public et d'en faire une iconisation, en fait, si tu veux, joue, je ouais, pense, un rôle dans l'émergence notamment des slashers par la suite aux États-Unis. Mais d'accord. oui, effectivement, il y a aussi des humains, en tout cas des figures humanoïdes, qui sont considérées comme des monstres. Et je pense aussi, dans les années 70, c'est parce que le, le public américain, en tout cas, si je me limite au public américain, on est déjà suffisamment vu, a déjà un gros background en termes de monstres surnaturels, et potentiellement les goûts ont évolué avec les années, et ce qui faisait peur en 1950, en 1940 et avant ne fait plus forcément peur ou n'inquiète plus de la même façon, ne Ouais. suscite plus les mêmes réactions en 1970, 80 et par la suite. Et il y avait déjà ces figures donc, qui sont pas des monstres, mais qui font peur avant ces années-là? Avant quelles années les Avant les années années 60-70. Alors je réfléchis, mais oui, notamment dans le cinéma expressionniste allemand, tu as M. le Maudit par exemple, tu vois, Ouais, ok. qui est une figure Hmm. de tueur, en l'occurrence de tueur d'enfants, si je dis pas de bêtises. C'est ça. Et donc oui, oui, il y en a tout à fait. Et quand bien même, c'est toujours ce que je trouve aussi assez fascinant, parce que la limite est assez compliquée à trouver, mais quand bien même ce sont des monstres qui n'ont a priori physiquement, en tout cas dans leur conformation visuelle et esthétique, pas forcément grand-chose d'humanoïde, le fait est que quelquefois, ça renvoie également à des sentiments bien humains et à des angoisses et des horreurs bien humaines. Ouais, Donc, donc en effet, il y a aussi une ambiguïté et une ambivalence à ce niveau-là. ok. Mm. Je voulais te lancer un peu en particulier sur le côté afro-américain. Mhm. Est-ce qu'il y a pour toi un parallèle particulier entre l'histoire des afro-américains ou des afro-descendants aux États-Unis et leur retranscription sur les écrans de cinéma? Mhm. Tu veux dire récemment ou en général? En général, et on viendra après sur le récemment. Ouais. Oui, parce que encore une fois, l'angoisse et puisque le postulat de départ que j'essaie de poursuivre dans mes recherches personnellement et dans ce que je produis comme article, potentiellement comme bouquin, mais je n'en dirai pas plus, c'est le fait que les angoisses qui sont au cœur, en tout cas en termes de civilisation, les angoisses qui sont au cœur de certains films d'horreur, notamment par le prisme des films d'horreur américains, ce sont des angoisses qui ne relèvent pas nécessairement de l'angoisse individuelle qui va être celle du scénariste, du réalisateur ou de la réalisatrice, etc., mais qui sont des angoisses de type civilisationnel et qui sont des angoisses collectives. D'accord. Et à partir de là, tu peux aussi te dire que la peur, c'est quelque chose aussi qui est très culturel, qui est très Mhm. culturellement, qui dépend de ta culture, qui dépend de ton background religieux, encore une fois, de ce en quoi tu crois, de ce en quoi les gens qui t'entourent croient, les gens de ta famille, la culture dans Ouais. laquelle tu as grandi. Et effectivement, je crois que c'était Jordan Peele justement qui disait ça, que quand tu es africain-américain, l'horreur aux États-Unis, ça se manifeste pas de la même façon que si tu étais blanc. T'as pas peur Le des mêmes pire film choses, c'est d'horreur, ça? non, parce que justement, ton expérience et ton appréhension des phénomènes horrifiques vont être différents. Et c'est pour ça que tu as très souvent, en tout cas à partir du moment où comment dire, les réalisateurs ou réalisatrices africains-américains slash africaines-américaines ont utilisé, mobilisé une certaine part de leurs angoisses culturelles propres pour faire des films d'horreur, qu'on retrouve justement un côté qui est très social en fait. Ouais. Et c'est se ressaisir, donc on pourrait dire
quasiment qu'on procède par retournement du stigmate, et c'est se ressaisir justement de ce qui t'a traumatisé, de ce qui t'a fait peur, en tant qu'individu et en tant qu'individu membre d'une certaine communauté, que tu vas réutiliser et réemployer dans ton propre récit pour te réapproprier aussi le récit de ce qui peut te faire peur. Et je pense notamment à une Ouais, vas-y. anthologie de... Ouais, excuse-moi. Comment dire, un film, notamment, comment il s'appelle? Qui est un film anthologique qui est, oui, Tales from the Hood, notamment dans les années 90. Mais Ouais. encore avant, tu avais dans les années 70 notamment le mouvement de la Black Exploitation, qui est une contraction de Black Exploitation, donc qui Ouais. sont des films d'exploitation produits à la base par des réalisateurs noirs pour un public noir, même si après ça a un peu évolué. Mhm. Mais tu as par exemple, donc en fait c'est un non-genre cinématographique, puisque c'est ce que dit Julien Cévéon, non-genre cinématographique, parce qu'au sein de ce genre, tu as déjà plein de sous-genres qui s'entremêlent. Et tu as Julien notamment des Cévéon, films d'horreur. c'est un historien du cinéma? Alors non, Julien Cévéon, il me semble que c'est quelqu'un qui écrivait pour des magazines de cinéma. Ah, ok. Je Ouais, connais et pas. qui est très dans cet esprit justement, esprit un peu libertaire d'approche du cinéma, et qui a publié un bouquin sur la Blaxploitation qui aujourd'hui est en plus introuvable ou à des tarifs prohibitifs, et qui travaille Ok. beaucoup sur les cinémas populaires et les cinémas dits entre guillemets marginaux, même si c'est pas vraiment le cas. Hmm. Mais il a écrit un bouquin sur Romero d'ailleurs récemment. D'accord. Et effectivement, il le dit plutôt bien que c'est un non-genre cinématographique par essence, et tu as des films d'horreur par exemple. Au sein de la Ok. Blaxploitation, tu as Blackula pour le plus célèbre, une Ah version oui, noire de d'accord. Blackula. Ouais, Ok. ouais, Dans le titre, ça se retrouve aussi, quoi. absolument. Et du coup, les thèmes à l'intérieur qui sont traités sont pas les mêmes que ceux Pas du tout. du Dracula des Blancs, quoi. Non, pas du tout, parce que justement, William Marshall, qui joue le rôle de Blackula, à un moment, il a maille à partir avec des officiers de police, et ça se conclut par une bastonnade des officiers de police qui sont blancs. Et par exemple, Ok. cette chose-là, tu vois, ça n'aurait pas pu être montré quelques années plus tôt, parce que le code Hayes fait que ça n'aurait pas été possible, Ouais. puisque je te parlais tout à l'heure du code d'autocensure cinématographique, tu vois. Il est resté en vigueur longtemps, non? J'ai l'impression. En gros, renforcé, il date des années 30 et renforcé en 1934, et il a perduré jusqu'en 1968, où Quand il a été même. abandonné. Ok. Ouais, ça a duré assez longtemps. Donc ça veut dire que pendant Et cette période-là, oui, on pouvait pas montrer ce genre de choses, quoi. ah non, impossible. Tu ne pouvais pas montrer une défiance vis-à-vis de l'autorité ou une remise en Ok. question des institutions. Donc, qui plus est, si tu es noir et que tu te ressaisis en fait de ta dignité humaine, et que tu te mets à répondre par les coups à des policiers qui t'agressent, ça n'aurait pas pu être Ça, c'est possible pas du tout. possible. Hmm. Non, Ah non. oui, ok. Ouais, Donc à partir de la fin des années 60 et des années 70, les Noirs se ressaisissent de ça parce que voilà, absolument. ce code-là n'est plus en vigueur et donc voilà, Absolument, ouais. ils mettent en scène des choses très différentes de ce qui se faisait jusqu'à maintenant. Ouais, ça passe aussi par le cinéma d'horreur. Et on parlait du zombie notamment, et il y a un moment dans un film qui s'appelle Sugar Hill, qui est une réappropriation aussi du zombie, parce que le zombie hollywoodien a été, comme on a dit, très tiraillé entre plusieurs dynamiques. Et il y a un retour aux sources, si on veut, du zombie dans ce film Sugar Hill, qui est un film à petit budget de la Blaxploitation, et qui revient aux origines, comment dire, afro-descendantes du zombie. Et notamment aussi, il y a une variation, je pense à ça, afro-américaine du vampire, dans un Ouais, petit film qui est vraiment fait avec trois bouts de ficelle, mais qui est assez intéressant, et qui s'appelle Ganja and Hess. Et en fait, c'est avec le rôle principal est tenu par notamment l'acteur Dwayne Jones, qui jouait quelques années auparavant le rôle justement du protagoniste noir qui s'appelle Ben, du coup dans ce film, du film de Romero en 1968, La Nuit des Morts Vivants. ok. Et donc, petit film très expérimental, mais très intéressant, qui vient de ressortir, là, je crois, chez Caprici, il me semble. Et pour le coup, voilà, qui incarne une version africanisée, si on veut, du mythe du vampire, avec tout ce que ça comporte, bon, aussi d'approximations, parce que, évidemment, les Africains américains, quelquefois, il y a quelques approximations ou recréations un peu idylliques, a posteriori, d'une pseudo-authenticité afrodescendante. Et il est vraiment intéressant, Hmm, je trouve. d'accord. Mm. Salut Marcus Maurice, bienvenue. Donc Marcus Maurice dit: je viens d'arriver, mais votre live me rappelle un cours de première année de fac de ciné sur l'analyse de l'ouverture d'Evil Dead de Rémi Mm. et une scène de délivrance. Des étrangers qui viennent bouleverser l'environnement des locaux et finissent par créer un clash entre les deux communautés, une allégorie de l'histoire des États-Unis. C'est pas mal ça. Tu J'aime bien connais? cette. Oui, oui, je connais, ouais. J'aime bien cette grille d'analyse. Après, Délivrance, c'est pas vraiment un film d'horreur à proprement parler.
Ok. Alors ça contient des éléments assez horribles, mais vraiment, il n'a pas été marketé comme un film d'horreur. Mais ceci dit, c'est comment dire, une remise à niveau et une destruction, parce que c'est un film des années 70 également. C'est une espèce de destruction, de remise en question, ouais, oui, de destruction tout simplement du mythe du héros américain. Ouais. Et Burt Reynolds aussi, il prend assez cher dans le film. Voilà. Ok. Ouais, Kirkitaki qui dit en anglais sur blackfilmarchive.com, on trouve des infos sur plus de 200 faits entre 1915 et 1979. tout à fait, ouais. Ok. Ouais. Et Donc, ça intègre aussi, je pense, les race movies, ok. qui pour le coup n'étaient pas stricto sensu des films d'horreur, mais qui étaient plutôt des films sociaux, etc. Mais ouais, absolument, ouais, tout à fait. Je vais Une vous mine de mettre un petit renseignements. lien dans le chat. Mhm. Ok, il est là, Black Film Archive. Hop là. Je vous mets le lien si ça vous intéresse. Euh, et alors du coup, aujourd'hui, disons le temps avance. Euh, Aujourd'hui, est-ce qu'on retrouve toujours ces éléments dans le cinéma d'horreur, ces éléments voilà, de la culture afro-américaine en particulier, qui font peur spécifiquement aux Afro-Américains dans un cinéma d'horreur spécifique? Mhm. Bah, l'exemple qui, moi, me vient en tête, le premier, évidemment, c'est ce qui a participé aussi de tout un regain d'intérêt envers le cinéma américain, africain-américain et l'horreur en général, même si, voilà, Marcus Morris le dit, même si, effectivement, il n'a pas été conçu à la base comme un film d'horreur, mais Get Out de Jordan Peele, effectivement, ça a été un monument, ça a été un rouleau compresseur vraiment assez énorme. Jordan Peele, qui à la base, lui, vient beaucoup plus de l'univers de la comédie, Ouais, même si on voit qu'il a déjà dès ses premiers sketchs avec son comparse, qui est Keegan Michael Key, donc le duo de comiques Key and Peele sur Comedy Central, on voit qu'il y a vraiment quelquefois des changements de ton et des changements d'ambiance qui sont assez nets, et on voit que Jordan Peele commence déjà à un peu vouloir tester et s'aventurer sur les terres de l'horreur et du fantastique quelquefois. d'accord. Et effectivement, Get Out, ça a été un raz-de-marée absolu, et ça a, je pense, relancé l'intérêt d'une partie du public international, pas que américain, envers justement ces problématiques, comment on peut les enchasser au sein d'un récit avec des thématiques horrifiques, et comment on peut arriver à dégager une vraie ligne et visuelle et esthétique et idéologique en fait. Ok. Donc Get Out, ouais, Bah, ça a été. pour illustrer, je vous propose qu'on regarde la bande-annonce. Allons-y. Elle est là, je trouve elle est sympa, elle montre vraiment l'ambiance du film et le propos aussi. Mhm. Voilà, je vais la mettre. Juste avant de la mettre, juste pour vous prévenir, on voit quasiment pas de violence dedans, même si voilà, il y a certains très brefs passages où on la devine. Donc si jamais vous êtes sensible à ce genre de choses, ça ne dure que 1 minute 50. Donc vous pouvez fermer les yeux ou faire autre chose pendant ce temps. Voilà, je vous la mets tout de suite. T'as pas oublié ta brosse à dents? Non, T'as pris des fringues confortables? ils savent que je suis black. Quel intérêt? Je t'ai jamais vu comme ça, mon frère. Réunion de famille, escapade à la campagne. Par contre, on n'a pas de Vous êtes son d'où? Vous de habitez mon en côté, ville? je sais pas si c'est Ah, normal. t'as Oui, pas on de est son? juste parti pour le week-end. Ouais. Permis de conduire, Après, s'il c'est vous peut-être parce que. C'est lui qui était au Attends. volant. J'ai pas demandé qui était au volant. Est-ce que je vous prends avez- son identité. Je vais juste mettre sur pause. Vous avez du son dans le chat? Si, c'est bon, je l'ai. Si, c'est bon, vous l'avez. Nous, on Ouais, je entend. Ok, cool. Merci. Sinon, Je depuis continue. quand ça date, votre petite affaire? Nous avons engagé Georgina et Walter pour s'occuper de mes parents. Quand ils sont morts, je n'ai pas eu le cœur de m'en séparer. Est-ce que tu fumes devant ma fille? Je vais arrêter de fumer. Elle va t'en débarrasser. Par hypnose. C'est bon, je crois que ça va aller. Apparemment, il y a plein de frères qui sont portés disparus dans le coin. Je suis cool. Attends, ça te fait pas flipper? Ça fait plaisir de voir un frère ici. Tire-toi. Pardon? Tire-toi! Rose, faut qu'on se tire. Qu'est-ce que t'as? Rose, les clés. Je sais plus où elles sont. Rose! Enfonce-toi dans le sol. Non, 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 non! Si. Ne gâchons pas la matière grise. Ne gâchons pas. Quand il y a trop de blanc, je pars en vrille. Non. Non, 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 non. Ne gâchons pas la matière grise. Voilà. Alors du coup, on a l'impression que il y a un côté un peu social,
Donc où le film aborde une thématique sociale, quand il se fait interpeller par la police, quand voilà, apparemment il y a l'air d'avoir un petit problème avec sa belle famille blanche. Mais Oui. mais il y a des éléments d'horreur en plus qui s'ajoutent par-dessus, quand on le voit s'enfoncer par exemple dans son Mhm. lit ou ce genre de choses. Ouais. Alors là, je vais un peu spoiler, mais très légèrement, vous inquiétez pas. J'ai souvenir, là, en revoyant les extraits, ça me revient. Ce qu'on appelle, donc moi je l'ai vu en anglais, donc je connais pas la traduction française, mais la Sunken Place, donc une espèce de lieu dans lequel le personnage principal sombre, où on le voit entouré de ténèbres, etc. Jordan Peele, et je trouve ça très intéressant quand on regarde les commentaires en bonus du DVD ou du Blu-ray du film. En fait, ce qu'il explique, c'est que pour lui, c'était une métaphore visuelle de plein de choses déjà, de la condition noire aux États-Unis, mais surtout, pour lui, c'était une allégorie de la marginalisation des populations africaines-américaines dans le cinéma d'horreur et dans le cinéma en général. D'accord. Et je trouve ça très intéressant la façon dont il l'a développé et dont lui justement voulait voir des personnages noirs, des personnages auxquels il puisse s'identifier, qui ne soient pas en position soit de souffre-douleur, soit de faire valoir, soit, alors ça c'est un peu un lieu commun, mais c'est pas exactement vrai, c'est un peu plus compliqué que ça, soit des personnages qui, comme on disait grossièrement dans les slashers, meurent en premier. Ouais, c'est ça, c'était les Noirs meurent en premier, c'est le Voilà, les cliché. minorités en général meurent en premier. Mais en vrai, tu dis, c'est pas tout à fait le cas. C'est un peu plus compliqué que ça, ouais, effectivement. Puisque tu as, encore une fois, là, toute cette, comment dire, toute cette idée sous-jacente que tu as en filigrane également et que tu retrouves par rapport à la figure du tueur masqué, donc le slasher. Beaucoup de gens interprètent, même des spécialistes interprètent entre guillemets une espèce de forme de justice immanente qui intervient à travers le bras armé du tueur, qui est généralement un tueur masqué avec une arme blanche. Ouais. Et en gros, ce serait marqué par le retour du conservatisme, enfin néoconservatisme aux États-Unis dans les années 80. C'est d'ailleurs assez symbolique que c'est le moment de l'explosion du slasher aux États-Unis, puisque Tu peux donner des exemples de slashers ouais, célèbres? tout à fait. Le plus célèbre d'entre eux, c'est Halloween. Voilà, je pense. Celui qui a Avec Freddy codifié Krueger? Ah non, oula. Non. Non, avec Michael Myers. Avec Attention. Michael Myers, pardon, Ouais. je confonds les deux. C'est pas grave. Oh là là, c'est pas bien. Freddy Krueger, c'est tout C'est les simplement griffes de la Freddy. nuit. Exactement, le premier c'est Pardon. les griffes de la nuit, après tu as Freddy 2, Freddy 3, etc. C'est toute une Ok, série, ok. toute une saga extrêmement longue, il y a aussi Michael les cauchemars Myers, de c'est pas Freddy. Freddy. Voilà, Michael Myers. Tu as également Vendredi 13 pour les plus connus. Même si effectivement on peut arguer que le slasher certes met en avant des thématiques et un contexte très américain à l'époque où le slasher dans les années 80 se fait un peu l'écho justement, comme je t'ai dit, du retour au pouvoir du conservatisme qui essaye justement de brider toute une forme d'expression culturelle populaire de la part de la jeunesse et dit clairement, donc c'est clairement employé dès les années 70 en fait, la majorité silencieuse qui est généralement conservatrice d'un certain âge, blanche, etc., s'est tue pendant assez longtemps. Donc ça a été vos trucs là de droits civiques, de droits des femmes, de machin. Retour à la normalité et retour à une certaine forme de conservatisme. Et c'est pour ça que beaucoup de spécialistes interprètent la figure en elle-même du slasher. C'est un peu différent dans Halloween, parce qu'il y a une dimension abstractisée du mal, en fait. Donc c'est pas tout à fait pareil, parce que le mal est un concept plus qu'il est l'incarnation d'un individu. Ouais. Ça, c'est du Carpenter pur jus. Mais en l'occurrence, oui, il y a, comme je disais, beaucoup de gens qui disent que justement, c'est un reflet de ce qui était en train de se dérouler et du fait que l'on passe de l'autre côté et que maintenant, les conservateurs étant revenus au pouvoir, il y a une certaine forme de backlash à ce niveau-là et que tout ce qui concerne la jeunesse un peu libertaire, notamment en termes d'expression culturelle et populaire, n'a plus sa place au sein du grand public, quoi. Et Hellraiser, demande Stéphane Chamillon. Hellraiser, c'est assez particulier. Alors, j'ai pas forcément toutes les clés en main parce que c'est très très complexe, mais Hellraiser à la base c'est une création de Clive Barker, qui est un romancier et du coup réalisateur qui s'est beaucoup inspiré de son vécu lui-même et notamment de toute l'esthétique. Hellraiser c'est profondément queer en fait dans l'approche et ça réutilise aussi alors pas forcément pas forcément à but de démonisation, donc de déshumanisation, mais ce sont des thématiques justement, l'esthétique très BDSM en fait, des clubs BDSM, du milieu BDSM, etc. S'en est directement inspiré pour créer les personnages des Cénobites.
Et c'est assez complexe et assez fascinant en fait à étudier. Mais là, pour le coup, on est plus dans la façon dont Clive Barker voit et perçoit et essaye de rendre hommage à un certain pan de la culture, d'une culture très, très marginale en l'occurrence. Donc c'est pour ça que je te dis aussi qu'il y a cette espèce d'empathie quelque part, même si les Cénobites sont vraiment un cauchemar ambulant. Mais il y a aussi cette certaine ambivalence et ambiguïté vis-à-vis de la figure du monstre et vis-à-vis de la relation même entre, quand tu ouvres la boîte de Pandore, en gros, entre la souffrance et le plaisir. Donc c'est super complexe, Hellraiser, D'accord. mais j'aime beaucoup. J'aime beaucoup en tout cas personnellement. Ok, par rapport, si je reviens sur ce que tu disais pour le mettre en rapport avec Get Out, tu disais qu'il y avait dans les années 80 un retour un petit peu du conservatisme dans le cinéma d'horreur. Là, Get Out, on n'a pas l'impression que ce soit le cas. Est-ce que, et pourtant aux États-Unis, on a l'impression qu'il y a eu aussi un retour du conservatisme, notamment avec Trump et tout ce qui s'ensuit. Est-ce qu'il y a un clivage à ce niveau-là, qui se retrouve dans le cinéma? Alors, des souvenirs que j'en ai pour avoir lu quelques interviews de Jordan Peele lorsqu'il a réalisé Get Out, on était en fin du deuxième mandat de Barack Obama. Donc c'était D'accord, avant avant, Trump. avant l'élection de Donald Trump, Hmm. donc en 2016. Et pour lui, en fait, il était aussi question de tirer un bilan, c'est-à-dire bilan pour la population africaine-américaine. Qu'est-ce Qu'est-ce qui a vraiment évolué? Est-ce qu'on en est toujours au même point qu'avant ces deux mandats ou est-ce que Ouais, non? Sachant qu'il y a eu également la question des brutalités, des violences policières institutionnalisées, notamment, qui font écho à un très très long continuum également de violences étatisées, de contrôle de l'accès du corps noir sur la place publique, entre guillemets. Et tu l'as assez, de façon assez marquée dans Get Out, puisqu'il était temps, entre guillemets, pour lui de tirer les enseignements et de voir, de tracer un bilan de ces deux mandats. il a pas Et l'air très notamment, positif le bilan aussi quand je vois la bande-annonce. il y a deux fins. Alors attention, il Ok. y a deux fins. Ah, Il il y y en a a une deux qui est, fins. ouais, il y a une fin alternative qui est beaucoup plus dure et qui est beaucoup plus en prise avec la réalité. Mais La qui n'est fin pas qui a sorti en été, salle? non, qui est Ok, uniquement disponible sur le DVD, Blu-ray, etc. d'accord. Et il a été choisi de prendre la fin, alors sans spoil, mais la fin un peu plus positive, parce que justement, c'est ce que le grand public, notamment africain-américain, avait envie de voir. Mhm. Avait envie de voir le héros, justement, noir qui s'en sort. Ah oui. Ouais. Et donc oui, pour lui, c'était question de tirer le bilan. Et juste une anecdote à ce niveau-là, il y a un moment du film, un élément déclencheur qui se fait via le flash d'un appareil photo. Et pour lui, en fait, c'était symbolique parce que il a écrit son film avec, en arrière-pensée, les images prises sur le vif, les images amatrices, et les images prises par des amateurs et des amatrices, à travers un téléphone portable, de brutalité policière, et qui ont permis également de les mettre en avant, notamment sur les réseaux sociaux, et de faire D'accord. en sorte que ça devienne une problématique qui touche l'ensemble du monde entier, en fait. Ok. Ouais. Dimitri demande si on retrouve pas un peu dans Antebellum le clivage entre la partie progressiste, enfin en tout cas la partie mouvement pour les droits civiques et la partie conservatisme de Donald Trump. Mhm. Je connais pas Antebellum, Euh, je suppose que tu connais. ouais, Antebellum. Alors après, est-ce que c'est vraiment ouais, si, c'est quand même un film d'horreur pour le coup. Le clivage. Le cliv- Pff, le clivage, il reposerait, je pense, surtout sur peut-être sur le twist. Et j'ai pas envie de le révéler parce qu'il est quand même, si Là c'est bien c'est du, gros spoiler. ouais, ouais, si c'est bien du même film dont on parle, et je crois que c'est celui-là. Il y a effectivement un twist qui est assez central à l'histoire et je peux pas vous dire enfin, je peux pas vous donner trop d'éléments du scénario parce que justement le film repose là-dessus. Ok. Mais effectivement, oui, c'est un film qui concrètement a sa place tout à fait dans l'ère Donald Trump et dans une certaine forme de radicalisation des positions et notamment de sympathie affichée vis-à-vis de ce qu'on appelle l'alt-right aux États-Unis, Mhm. donc qui n'est autre que l'extrême droite, et une certaine forme de complaisance, notamment dans les discours de Donald Trump, etc., qui cherchait justement à rallier une certaine base électorale qui était très en phase avec des idées protectionnistes, des idées nationalistes, Mhm. D'accord. racistes, suprémacistes blanches, etc. etc. Ok. Et là, effectivement, oui, c'est un film qui a toute sa place dans l'ère Donald Trump. C'est un film, alors oui, c'est un film à suspense avec des éléments horrifiques qui, je pense, ont d'autant plus de pertinence qu'ils sont arrivés à l'époque où Donald Trump a fait ce que l'on sait et a déclaré ce que l'on sait, quoi. Mhm. Ouais, d'accord. La fin de Jordan Peele, c'est pas celle qui a été retenue pour la sortie en salle, demande Marcus Maurice. Je sais pas s'il a tourné les deux.
Mais en tout cas, c'est la fin qui était la plus positive et avec laquelle lui, il était vraiment d'accord et Il qui était a quand même beaucoup d'accord plus. avec cette fin positive. Ah, bien sûr, oui, Ouais, c'est pas non plus un choix. C'est pas un choix, comment dire, ça n'est pas de la censure en fait. Non, pas hmm. du tout là. Pour le coup, non. Ouais, d'accord. Hmm. Ok, et ben on a bien avancé dans l'heure, mais c'est passionnant, hein, on pourrait rester dessus encore pendant des heures. D'ailleurs, si vous voulez prolonger, je vous remets les liens vers hop, la chaîne Twitch et la chaîne YouTube de Dr Pierre. Allez-y, tes streams c'est alors dimanche soir, lundi soir, et Ouais, parfois le samedi. alors là, c'est plutôt vendredi. Je suis passé sur vendredi-dimanche. Donc Ok, vendredi à partir de 17h30 et dimanche à partir de 17h30 aussi. Et donc c'est un peu varié. Quelquefois, ça m'arrive de jouer à des jeux, de commenter certaines choses, ou de parler tout simplement de la recherche en général. ouais, Mais j'essaie qu'il y ait quand même une plus-value, notamment par rapport au dimanche c'est le où, ciné-club dimanche. exactement, il y a un ciné-club et pour des raisons, des questions de droit en fait, puisque la limite entre le contenu transformatif et ce qui relève pas du contenu transformatif est assez floue. Donc on regarde un film, généralement des films de genre, qui sont soit un peu laissés de côté, soit qui n'ont pas forcément bénéficié de la couverture et médiatique et de la reconnaissance qu'ils auraient mérité. Et je fais également beaucoup de digressions. Il y a Goodwin qui règle ses comptes dans le chat. Non, mais Euh, Goodwin, il sait très bien, parce que voilà. ok, Mais oui, ok, je fais beaucoup de tu digressions et connais. beaucoup de. Exactement. C'est un peu l'état d'esprit ciné-club, petit cinéma de Ouais, quartier. ouais, Et comme je me permets de c'est parler sympa. par-dessus le film, c'est un peu l'équivalent de comment dire, du commentaire audio d'un DVD. Donc c'est un peu du contenu transformatif et on échange, c'est une expérience Ouais, sociale autour du film ouais, et c'est ouais. plutôt sympathique, quoi. Il y a des animations bizarres avec des canards en slip, dit cinéma et politique. Ok, très... Joker, c'est... Joker. Si vous voulez en savoir plus, faut aller le suivre, faut aller regarder ce qu'il fait. Voilà, alors il y a d'autres questions dans le chat, mais malheureusement, je suis désolé, il va falloir qu'on s'arrête. Bah On voilà, peut du en parler coup, sur ma chaîne. Eh oui. voilà, exactement, il faut qu'on prolonge ça sur la chaîne de Dr Pierre. D'ailleurs, moi j'y serai aussi certainement, puisque j'y suis très Oui. régulièrement. Voilà, et ben du coup, on va s'arrêter là. Merci beaucoup à tous ceux qui ont participé, à tous ceux qui nous ont regardés. Notre prochain live, c'est donc la semaine prochaine sur un tout autre sujet. T'arrives à la fin, Stéphane Chamillon. Bah, désolé, euh, tu pourras venir la semaine prochaine si tu veux. Si jamais, tiens, attends, tac, si jamais tu veux regarder le début, tu as la chaîne YouTube du magazine. Donc évidemment, la vidéo n'y sera pas encore ce soir, mais je la mettrai demain. Donc tu pourras regarder depuis le début. Mais tu as aussi la fonction replay sur Twitch, sur laquelle tu pourras regarder le début de notre émission. Voilà, voilà. Donc la semaine prochaine, c'est de la socio. Je reçois la sociologue Anne Muxel sur ce que le Covid a fait à l'intimité des gens, donc aux relations intimes, intrafamiliales, de couple, etc. Il y a beaucoup de choses qui ont changé. Elle a fait une étude très intéressante sur le sujet, donc on en discutera tous les deux la semaine prochaine. Même heure, même endroit. Merci pour vos compliments dans le chat, c'était un plaisir de vous avoir et évidemment un grand merci à Dr Pierre. Merci beaucoup d'avoir été là, c'est super, j'étais très content de t'avoir. C'est pareil, avec grand Euh, plaisir. voilà, tu reviens quand tu veux et passez une très bonne soirée. À la semaine prochaine. Salut tout le monde. Au revoir tout le monde, des bisous.